Charles de Gaulle, un général connu pour avoir incarné la tête de la résistance en France, devenu homme politique, il marqua de son histoire toute une génération. Comment de Gaulle a-t-il pu être président de la République ? Comment est-il devenu un visionnaire ? Je vous propose de découvrir son histoire à travers ce nouveau documentaire dédié à Charles de Gaulle. Samedi 22 novembre 1890, dans la nuit. Le docteur François van Peteghem est appelé en urgence et doit se rendre au 9 rue de la Princesse à Lille. Après avoir sonné à la porte, le médecin découvre dans son lit Jeanne Maillot de Gaulle, qui est en train de donner naissance à son 3e enfant. Après de longues heures de travail, Jeanne donne naissance à un garçon qui se prénomme Charles André Joseph Marie de Gaulle. Charles naît dans la grande maison de ses grands-parents maternels, car la tradition à l'époque veut que l'enfant naisse auprès de sa grand-mère maternelle. Durant cette même journée du 22 novembre, en fin d'après-midi, Charles est baptisé par le doyen Isaïe Richard en l'église Saint-André, église qui se situe non loin de la maison des grands-parents Maillot. Pour célébrer cette cérémonie, le nouveau-né est vêtu de la robe de baptême confectionnée par sa mère en 1887 et qui avait déjà été portée par le frère aîné de Charles. L'éducation de Charles et de ses frères et sœurs se fait selon des traditions religieuses, mais aussi morales. Henri et Jeanne de Gaulle enseignent à leurs enfants des textes évocateurs, tels que les imageries d'Épinal ou les histoires morales écrites par Joséphine de Gaulle, leur grand-mère paternelle. Pour Henri de Gaulle, l'éducation de ses enfants doit leur permettre d'évoluer le mieux possible dans leur milieu social. Il faut les ouvrir au monde qui les entoure, à la littérature et à l'histoire. De ce fait, Henri, qui est un père très investi, apprend à ses enfants des chansons, les emmène en promenade, leur lit des histoires et surtout les imprègne d'histoire. Au travers des récits de la guerre de 1870, il va développer chez ses enfants un esprit revanchard, mais surtout un esprit patriotique. Sans jamais renoncer à leur dévotion religieuse ni à leur attachement à la patrie, Jeanne et Henri de Gaulle transmettent à leurs enfants un héritage fait de tradition et de liberté d'esprit. Charles de Gaulle a la chance d'avoir une grande famille. Cependant, tous les membres de la famille, y compris les disparus, ont apporté à Charles des héritages particuliers qui l'ont aidé à se forger un caractère singulier. Dès ses plus jeunes années, Charles est imprégné de ses sentiments patriotiques. À 5 ans, il rêve de devenir général et reconstitue pendant des heures des grandes batailles historiques avec ses soldats de plomb. À 15 ans, il met en pratique ses talents d'écrivain dans un récit intitulé « La campagne d'Allemagne », dans lequel on perçoit toute la dimension de l'honneur de la France. Les idées et opinions d'Henri de Gaulle sont pour Charles une source d'inspiration et de réflexion. Lors de la rédaction de ses premiers ouvrages à caractère militaire, Charles soumet à son père ses récits pour relecture.
Lorsque celui-ci affirme ouvertement son désaccord, Charles en tient compte sans changer ses opinions. De novembre 1896 à juillet 1900, Charles effectue ses études primaires chez les frères des écoles chrétiennes de Saint-Thomas d'Aquin à Paris. Le jeune Charles va connaître l'organisation des écoles chrétiennes, qui prônent le développement intellectuel et l'application de valeurs morales et chrétiennes. En effet, l'école impose à ses élèves une rigueur et une assiduité particulières dans la lecture, l'écriture et le calcul. Rigueur qui n'est pas toujours du goût de Charles. Durant l'hiver 1896 à 1897, Charles doit séjourner à Lille chez sa grand-mère maternelle, car ses 3 frères et sa sœur sont atteints par l'épidémie de scarlatine. Il sera pour peu de temps élève à Notre-Dame de la Sagesse, située place des Bleuets. En octobre 1900, il effectue ses études secondaires à l'école libre de l'Immaculée Conception de Paris. Il y étudiera le latin, le grec et l'allemand. Mais Charles n'est pas un brillant élève. Durant son année 1900-1901, il n'obtient que 2 distinctions honorifiques, l'une en orthographe et l'autre en catéchisme de première communion. En 1905, Charles retrouve son père, qui sera son professeur de rhétorique et qui lui demande de travailler ses mathématiques, qui semble être le point faible du jeune élève. À 14 ans, il écrit son premier récit, où il mélange le genre comique. Ce récit s'intitule « Une mauvaise rencontre ». Il remporte un concours pour jeunes écrivains. Charles a alors le choix entre une somme d'argent ou la publication de son récit. Il va choisir la seconde option qui lui a été proposée. C'est en 1906 que son livre est publié en 100 exemplaires et est disponible dans les librairies. Il termine sa scolarité à l'Immaculée Conception dans la classe de mathématiques élémentaires durant l'année 1906-1907. 26 juillet 1907. Charles, âgé de 16 ans, s'inscrit en classe préparatoire à l'école centrale. Le 3 octobre 1907, Charles et son frère Jacques arrivent en Belgique. Déjà à cette époque, le jeune Charles souhaite intégrer l'école de Saint-Cyr, mais il doit d'abord intégrer le collège d'Antoing. Le père de Charles souhaite que son fils enrichisse ses mathématiques avant de pouvoir envisager Saint-Cyr. Au collège d'Antoing, Charles suit les cours de mathématiques élémentaires. Finalement, il obtient la 12e place en mathématiques. Et il est en fin d'année l'élève le plus brillant. Dans une lettre à ses parents, il écrit : « Mon cher papa, dimanche dernier, j'ai passé avec le père Saucier une bonne colle en mathématiques. Il m'a gardé une demi-heure au tableau et m'a fait faire une foule d'exercices sur le second degré, sur les progressions. Il m'a dit que c'était bien, mais j'ai eu un 13 seulement, ce qui d'ailleurs était la meilleure note. » Charles de Gaulle reste à Antoing jusqu'en 1909. Durant cette année, il met à profit ses talents d'écrivain. Il rédige notamment un article qui est publié dans la revue Hors de France. Charles entre également dans la congrégation de la Très Sainte Vierge. Après son année scolaire, Charles de Gaulle passe ses vacances à l'étranger. En juin 1908, il passe plusieurs semaines à Rierden, en Allemagne, ville qui est proche de la Forêt-Noire, pour approfondir sa connaissance de la langue allemande. Après son séjour en Allemagne, il part en Suisse pour découvrir les villes de Zurich, Bâle et Lucerne. 1er octobre 1908. Charles de Gaulle fait sa rentrée au collège Stanislas à Paris. Il intègre une classe préparatoire à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Durant cette année, Charles de Gaulle a de très bons résultats.
Le jeune homme excelle dans toutes les disciplines. La vocation militaire de Charles de Gaulle semble s'affirmer. Durant son année à Stanislas, il écrit et analyse les conséquences européennes de la guerre de 1870-1871 en Europe. En septembre 1909, Charles réalise son rêve en intégrant l'école de Saint-Cyr. Il s'engage pour 4 ans dans l'armée, mais il doit réaliser 1 an de service militaire comme simple soldat pour y connaître et apprendre la vie de soldat. Le 10 octobre 1909, il est affecté au 33e régiment d'infanterie qui est en garnison à Arras. Le régiment est sous les ordres du colonel Philippe Pétain, surnommé Précy-le-Sec, en raison de ses exigences et de l'exécution stricte de ses ordres. Ce dernier ne ménage pas ses hommes, marche de nuit, parcours de 20 km dans la boue. Pour Pétain, un fantassin doit d'abord savoir marcher. Les manœuvres qu'il fait faire à ses hommes sont épuisantes. Les exigences du colonel sont devenues des contraintes pour ses soldats. De Gaulle, quant à lui, accepte tout et donne même l'exemple à ses camarades. 14 octobre 1910. Après avoir effectué 1 an de service militaire, De Gaulle rentre à Saint-Cyr avec les galons de sergent et devient élève officier d'active au 1er bataillon de France. Au camp Satory, près de Versailles, De Gaulle s'entraîne durement, réalise des longues marches, s'entraîne également à la gymnastique, à l'équitation et à l'escrime. Comme il mesure 1,92 m, il est surnommé par ses camarades « double maître » ou le connétable en raison de sa grande timidité. En effet, De Gaulle est courtois, mais il est réservé. On le traite déjà d'orgueilleux. Mais ce qui lui importe, c'est d'apprendre son métier sans faiblesse. Ses entraînements à la dure, ainsi que son enthousiasme à apprendre le métier, s'avèrent payants. Il sort de Saint-Cyr en étant 13e sur 211 et décide de rejoindre le 33e régiment d'infanterie à Arras. En octobre 1913, il devient sous-lieutenant. Alors que la guerre se prépare, Charles de Gaulle croit aux attaques massives et à la guerre de mouvement. Philippe Pétain, quant à lui, ne partage pas ses vues, mais ne lui en tient pas rigueur. Il note : Charles de Gaulle est très intelligent. Il aime son métier avec passion. De Gaulle, qui est âgé de 23 ans, ne souhaite pas servir dans les colonies, contrairement à certains officiers de l'armée française. Il ne pense qu'à la défense du sol national. Le Parlement a voté une loi qui prévoit que la France doit se tenir prête pour la grande épreuve à venir. Les cadres, dont fait partie De Gaulle, enseignent aux jeunes recrues la religion de la patrie et la surdité aux sirènes du pacifisme. Le jeune sous-lieutenant apprend sans surprise la mobilisation générale et se sent prêt. Tout comme ses 3 frères, il attend l'ordre de départ avec sa compagnie. Août 1914. La guerre débute. Les Français mobilisés se disent qu'ils vont revenir pour la moisson et que cette guerre ne va pas durer longtemps. Le lieutenant De Gaulle, chef d'une section d'infanterie d'une 40aine d'hommes, entre en Belgique avec son régiment. C'est là qu'il va connaître son baptême du feu. Au contact avec l'ennemi, il écrit : Ce sont les premiers coups que nous recevons de la campagne. Quelle impression sur moi! Pourquoi ne pas le dire, 2 secondes d'émotion physique, gorge serrée, et puis c'est tout. Quelques instants plus tard, il écrit : Je reste là par bravade. De fait, je n'y ai pas de mérite, car je suis nullement ému. Au lendemain de son baptême du feu, il conduit sa section à l'assaut des positions allemandes. 4 par 4, les hommes avancent en courant. Un sergent tombe à côté de Charles, qui continue d'avancer sous le tir des soldats allemands. Mais malheureusement,
une balle touche son genou. Ne sachant plus tenir debout, il rampe vers un abri où il est retrouvé par un paysan belge qui l'évacue avec sa charrette. Transféré à l'hôpital d'Arras, De Gaulle s'aperçoit du nombre de blessés qui l'entourent. À cause de l'afflux de blessés, les chirurgiens, débordés, ne savent pas s'occuper de lui. Étant dans l'attente, il est transféré à l'hôpital Saint-Joseph de Paris, où un chirurgien s'occupe de lui. Après avoir été opéré, De Gaulle est transféré à Lyon pour y faire de la rééducation. 17 octobre 1914. De Gaulle retourne au front, mais il est furieux d'avoir manqué la bataille de la Marne, qui a été livrée un mois auparavant. La guerre des tranchées s'installe. De Gaulle apprend que 2 de ses frères, Jacques et Xavier, ont été blessés au combat, mais leurs blessures sont sans gravité. Décembre 1914. Alors que la neige recouvre les zones de combat, De Gaulle apprend qu'il est nommé temporairement capitaine. En février 1915, à la tête de ses hommes, De Gaulle conduit une attaque meurtrière contre les tranchées allemandes. Lorsqu'il avance avec ses hommes, un obus tombe à côté de lui. Un éclat d'obus va blesser sa main gauche. Il sera évacué du front pour soigner sa blessure. 2 mars 1916. Officiellement nommé capitaine, De Gaulle arrive avec son régiment dans le secteur de Verdun. Dans le secteur de Douaumont, la bataille fait rage. Le bataillon de Gaulle est encerclé. De Gaulle se porte en avant, entraînant ses hommes à ses côtés. Lorsqu'il bondit dans un trou profond, un soldat allemand se précipite et blesse De Gaulle à coups de baïonnette à la cuisse. Il va s'évanouir sur le sol. L'armée française va le notifier comme disparu, et certains de son unité le croient mort. Une citation est même proposée en son nom, et le général Pétain va la conclure par « Est tombé dans la mêlée, officier hors pair à tout égard. » En vérité, De Gaulle n'est pas mort. Il est retrouvé par des infirmiers allemands qui lui prodiguent les premiers soins, puis le transfèrent à l'hôpital de Mayence. De Gaulle revient peu à peu à lui et comprend qu'il a été fait prisonnier. Une fois que son état s'est amélioré, il est transféré dans un camp de prisonniers pour officiers. Pendant sa captivité, il reçoit régulièrement des nouvelles des siens. Il envoie également des lettres à ses parents, dans lesquelles il déclare son désarroi d'être prisonnier, et sans doute par rapport à sa destinée. Son seul objectif est de s'évader, et cela va devenir une obsession. En octobre 1916, il décide de s'évader une première fois d'Ingolstadt, mais il est arrêté avant qu'il n'ait pu rejoindre la Suisse. De nouveau entre les mains des Allemands, il est envoyé dans la forteresse de Rasenberg, qui se trouve en Bavière. Durant sa détention, il reste distant des autres officiers. En effet, tous les officiers se tutoient, mais personne ne va tutoyer Charles de Gaulle. Sa qualité de détention est correcte, mais il n'a qu'une seule idée en tête, retourner au combat. Le 15 octobre 1917, il s'évade de Rosenberg en compagnie de 15 officiers qui utilisent à leur avantage l'orage et la pluie. Ils mettent en place un plan bien précis et se procurent également des draps pour franchir les 40 mètres de rempart. Dénoncés aux gendarmes par un paysan, ils sont repris. Déterminé à s'évader, De Gaulle s'évade une 3e fois pour rejoindre cette fois la Hollande. Mais il est une nouvelle fois repris. Il est reconduit à la forteresse d'Ingolstadt et est condamné au cachot pour 120 jours. En 1918, il va effectuer 2 nouvelles tentatives, mais il est à chaque fois repris. Il passe le restant de la guerre en prison.
11 novembre 1918, date qui signe la fin de la Première Guerre mondiale. Charles de Gaulle est enfin libéré. Il rejoint la France où il est déçu d'avoir manqué la dernière partie de la guerre. L'armée française a détaché à Varsovie le général Weygand et quelques officiers pour encadrer et conseiller l'armée polonaise face à la tentative d'annexion du pays par l'armée rouge. Le capitaine de Gaulle est affecté en Pologne, où pendant 1 an il va combattre. Il gagne le Virtuti Militari polonais, une nouvelle citation à l'ordre de l'armée française, ainsi que la médaille de la Légion d'honneur. Durant l'année 1920, Charles de Gaulle revient en France et annonce à ses proches qu'il souhaite fonder une famille. Une amie de la famille de Gaulle va arranger un rendez-vous avec une jeune fille qui s'appelle Yvonne Vendroux. Leur première rencontre a lieu au Grand Palais, lors d'une exposition de peinture. Charles de Gaulle va inviter Yvonne au bal de Saint-Cyr, mais ils ne danseront pas de la soirée, car Charles déteste danser. C'est à ce moment-là qu'Yvonne a su que son cœur devait appartenir à Charles de Gaulle uniquement. Le 6 avril 1921, soit 1 an après leur rencontre, Charles de Gaulle épouse Yvonne Vendroux et celle-ci reste dans l'ombre de son mari, mais reste à ses côtés pour le soutenir et l'épauler dans les moments difficiles de sa vie. Le 28 décembre 1921, la famille de Gaulle voit la naissance de leur premier enfant qui se prénomme Philippe. En 1922, la carrière de Charles continue. Il est reçu à l'école de guerre, où il va prononcer une série de conférences sur différents sujets, tels que l'action de guerre et le chef, du caractère, du prestige. Il va également publier de nombreux articles dans diverses revues. 2 ans plus tard, il sort breveté d'état-major, ce qui veut dire qu'il fait partie des officiers distingués pour l'accomplissement d'une brillante carrière. Le 15 mai 1924, Yvonne de Gaulle donne naissance au second enfant du couple, qui est une fille et qui se prénomme Élisabeth. Charles de Gaulle est détaché à l'état-major du maréchal Pétain, puis est promu chef de bataillon et affecté au commandement d'un bataillon de chasseurs à Trèves. Durant cette même année, de Gaulle voit la publication de son livre « La discorde chez l'ennemi ». Cet ouvrage a été en partie conçu et rédigé durant sa captivité. Le 1er janvier 1928, Charles de Gaulle et Yvonne voient la naissance de leur 3e enfant, qui se prénomme Anne, mais cette dernière est atteinte d'une trisomie 21. Cette naissance va souder le couple de Gaulle. Charles lui-même la porte sur ses genoux, lui chante des chansons et lui voue un amour inconditionnel. Le couple va refuser de la placer dans une institution spécialisée. Ils la garderont à leur côté, en lui offrant tout l'amour que peut recevoir un enfant de ses parents. Ils la combleront de bonheur jusqu'à la fin de sa vie. La famille de Charles de Gaulle va le suivre selon les transferts que l'armée va lui imposer. Elle va également le suivre lorsque de Gaulle est transféré à Beyrouth, au Liban, qui est sous mandat français. En juillet 1930, il préside la distribution des prix de l'université Saint-Joseph. Durant son discours, il ose dire ce que nul n'aurait osé dire, parler de l'indépendance du Liban. À la fin de son allocution, il s'exclame : « Oui, la jeunesse libanaise qui, demain, sortira d'ici, sera bien préparée à sa tâche nationale. Liée à la France, par toutes les voies de l'esprit et du cœur, cette élite sera le ferment d'un peuple chargé dorénavant des lourds devoirs de la liberté. » Par la suite, de Gaulle ne va jamais cesser de s'exprimer et de parfaire sa réflexion sur l'armée et sur la nation. Il devient même professeur d'histoire à Saint-Cyr.
Charles de Gaulle achète la boisserie par viager à une vieille dame. Au début des années 1930, Charles et Yvonne emménagent à la boisserie et ils ne tardent pas à faire des travaux, comme par exemple la construction d'une tour hexagonale dans laquelle Charles installe son bureau. La boisserie servira de lieu de repos et pour se retrouver en famille avec un quotidien quasi militaire. À la fin de l'année 1931, Charles de Gaulle est affecté au secrétariat général de la Défense nationale où il va demeurer pendant 5 ans. Dans cet organe de réflexion sur la défense de la France, il peut mesurer les forces et les faiblesses et comprendre le rôle des hommes politiques dans les orientations à moyen et long terme. Il y complète une formation intellectuelle déjà multiple et brillante. Il peut désormais parler haut et fort et savoir à quel niveau s'adresser pour faire aboutir ses idées, au-delà des messages qui ne visaient jusque-là que le milieu militaire. En 1934, De Gaulle remet ouvertement en cause les conceptions de l'état-major dans son ouvrage « Vers l'armée de métier ». Mais il comprend que la publication de son ouvrage ne suffira pas à faire progresser ses idées dans les états-majors. Il va donc se tourner vers les politiques. En décembre 1934, il rencontre le député Paul Reynaud et arrive à le convaincre. Le 15 mars, Reynaud intervient à la Chambre pour défendre les théories avancées dans l'ouvrage de De Gaulle. Puis, il va déposer une proposition de loi préparée par De Gaulle lui-même, assisté de Gaston Palevski, tendant à la création d'une division cuirassée. Mais en vain, les politiques font confiance à la ligne Maginot pour défendre la France. En 1936, le Front populaire arrive au pouvoir. Le risque de la guerre se profile un peu plus de jour en jour. Le 7 mars 1936, Hitler profite de l'inaction de la France, qui est bloquée dans sa politique défensive, et décide de réoccuper la rive gauche du Rhin. Le lieutenant-colonel de Gaulle, dont le nom est connu grâce à Paul Reynaud, commence à être connu dans les plus hautes sphères de l'État. Il obtient audience auprès de Léon Blum, président du Conseil, et lui expose la nécessité de créer d'urgence un corps blindé. Blum l'écoute avec courtoisie, mais lui répond qu'il ne peut que s'en tenir au plan établi par l'état-major français. Pour marquer sa détermination, De Gaulle choisit de changer de corps d'armée. À la fin de l'année de 1937, avec le soutien de Paul Reynaud, De Gaulle reçoit le commandement du 507e régiment de chars à Metz et il est promu colonel. Il est placé sous les ordres du général Giraud, le gouverneur de Metz. De Gaulle sait s'imposer. Au cours des manœuvres qui se déroulent dans la région militaire de Metz, le colonel de Gaulle use de ses chars comme d'une force autonome de rupture. Giraud tente de remettre De Gaulle à sa place, en lui faisant comprendre que tant qu'il commandera le corps d'armée à Metz, les chars progresseront au rythme de l'infanterie. Giraud ne juge pas De Gaulle à sa juste valeur, mais De Gaulle, lui, n'a pas manqué de juger Giraud. 3 septembre 1939. En réaction à l'invasion allemande de la Pologne, la Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre à l'Allemagne. Le colonel de Gaulle quitte le 507e régiment de chars pour être placé à la tête de la 5e armée. C'est un commandement plutôt théorique, car les unités de chars sont réparties entre les divisions de la 5e armée et dans l'esprit du général d'armée, elles ne sont nullement destinées à être groupées pour une opération. Cette période sera appelée la drôle de guerre. De Gaulle s'exaspère et s'inquiète. Il va rédiger un document dans lequel il souligne la force de l'armée allemande et déplore l'inactivité et l'impréparation de la France, tout en rappelant la nécessité de regrouper les unités blindées. Ses supérieurs ont classé ce document,
Même les politiciens l'ignorent. Daladier, lui, ne prendra même pas la peine de le lire. 10 mai 1940. L'armée allemande progresse aux Pays-Bas et en Belgique. Les troupes franco-britanniques s'enfoncent en Belgique pour stopper l'attaque allemande. Quelques jours plus tard, les troupes blindées allemandes passent à l'offensive dans les Ardennes belges et tentent d'isoler les troupes franco-britanniques au nord de la France. Au même moment, De Gaulle, qui était depuis 2 semaines à la tête de la 4e division cuirassée, lance une contre-attaque avec les moyens limités, car son unité est la seule à être engagée. Du 17 au 20 mai, lors de la bataille de Maucornet, l'unité de De Gaulle réussit à repousser les Allemands et réussit également à faire des prisonniers. Le 25 mai, il est promu général de brigade à titre temporaire. Du 27 au 30 mai, il stoppe l'avancée allemande qui débouche d'Abbeville. Durant la campagne de France, De Gaulle aura été le seul officier général à lancer, soutenir et réussir une contre-attaque. Étier de Bois-Lambert témoigne de la vigueur du général. Un capitaine commandant une compagnie de chars a reçu l'ordre d'attaquer à telle heure. Or, sa compagnie ne débouche pas. De Gaulle lui porte un message lui demandant le motif de ce retard. Réponse du capitaine: « J'attends l'arrivée de ma dernière section. » Décision de Gaulle: « Il fallait attaquer à l'heure prescrite avec les moyens dont vous disposiez. Vous êtes relevé de votre commandement. » Les Allemands ont avancé jusqu'à la Somme et s'arrêtent pendant quelques jours, puis lancent une nouvelle attaque. Le général Weygand est remplacé par le général Gamelin, qui convoque De Gaulle pour le complimenter et lui demander son sentiment sur la situation. De Gaulle lui répond: « À la prochaine attaque de l'ennemi, il faut répondre par une contre-attaque. » Il suggère à Weygand de regrouper en un corps blindé tous les chars de l'armée française. « Je ne sais pas si nous gagnerons, mais au moins votre bataille vous l'aurez livrée. » À la fin de l'entretien, De Gaulle se confie à son officier d'ordonnance, le lieutenant de Courcelles. « Le généralissime est pour l'armistice. » Il va adresser à Weygand un court message en notifiant qu'il est prêt à prendre le commandement du corps d'armée qu'il préconise, s'il est créé. Il est général de brigade à titre temporaire, mais pourtant, rien ne l'arrête. Il est prêt à commander un corps d'armée. Mais c'est un tout autre destin qui l'attend. 5 juin 1940. Paul Reynaud, devenu président du Conseil, nomme Charles de Gaulle sous-secrétaire d'État au ministère de la Défense nationale. Le 6 juin, le général de Gaulle s'installe dans son ministère, 14 rue Saint-Dominique à Paris. Il ne sera sous-secrétaire d'État que pendant 10 jours seulement. L'attaque allemande ayant réussi dans la Somme, le gouvernement part vers Tours et déclare Paris ville ouverte. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris. Le gouvernement français, quant à lui, déménage une nouvelle fois pour aller à Bordeaux. De Gaulle ne doute pas que les combats ne vont plus tarder à cesser, surtout depuis sa rencontre avec Pétain qui l'interpelle. « Alors, De Gaulle, vous voilà promu général, mais dans la défaite. » De Gaulle lui rétorque: « Ce fut de même pour vous, en août 1914 ?» Pétain va alors rétorquer que la situation n'est pas comparable à celle qui précédera la victoire de la Marne. Le général Weygand vient plaider ouvertement l'armistice devant les ministres. Paul Reynaud essaie de tenir bon, surtout lorsque Churchill se rend en France pour convaincre la France de continuer la lutte aux côtés de la Grande-Bretagne. Le Premier ministre britannique perçoit De Gaulle et sent qu'il peut compter sur sa résolution en le qualifiant de connétable. De Gaulle
souhaite poursuivre la lutte dans l'Empire en Afrique du Nord, qui est protégé par la Méditerranée et dont la flotte, qui est toujours intacte, peut assumer la défense. Le 14 juin, De Gaulle rejoint Bordeaux et obtient l'autorisation de Paul Reynaud d'aller demander au gouvernement britannique des moyens de transport nécessaires pour acheminer les troupes françaises rescapées vers l'Afrique du Nord. En se rendant à Rennes, il se demande si les troupes françaises ne peuvent faire un réduit breton. Mais il se rend très vite compte que ce n'est pas réalisable. Il embarque à Brest sur le contre-torpilleur Milan et le 16 juin, il arrive à Londres. Arrivé dans la capitale anglaise, Jean Monnet, qui suit les problèmes économiques franco-britanniques, met au courant De Gaulle d'un projet d'union des deux peuples. Churchill approuve ce projet. De Gaulle, porteur de ce message, revient à Bordeaux en compagnie du général Spears, membre des Communes et ami de Churchill. En débarquant à Bordeaux, De Gaulle apprend que Paul Reynaud a démissionné et va être remplacé par Philippe Pétain. L'armistice sera demandé le lendemain. De Gaulle a pris sa décision. Il rejoint l'Angleterre afin de poursuivre la guerre. Après en avoir fait part à son officier d'ordonnance, le lieutenant de Courcelles accepte de le suivre sans hésiter. 17 juin 1940, l'avion de Spears s'envole de Mérignac, emportant à son bord Charles de Gaulle, qui porte en lui l'honneur de la France. Je m'apparaissais à moi-même, seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage. En début d'après-midi, De Gaulle arrive à Londres et à 15h, il se rend au 10 Downing Street pour rencontrer Churchill. La rencontre entre les deux hommes est chaleureuse. Après avoir discuté, Churchill met la BBC à la disposition du Français. Suite à l'armistice demandé par Pétain, De Gaulle confie à ses proches. Il n'y a plus rien à faire en France. C'est ici que nous travaillerons. Je suis ici pour sauver l'honneur de la France. 18 juin 1940. De Gaulle commence à rédiger le texte de l'appel qu'il doit lancer à la radio. En fin d'après-midi, il se rend au siège de la BBC en taxi. Puis, il gravit les 4 étages du bâtiment et s'installe dans le studio. Face à son micro, De Gaulle ne regarde que très rarement sa feuille, mais les phrases s'envolent vers la France qui est assommée par la débâcle. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a un vaste empire derrière elle. Elle peut faire bloc avec l'Empire britannique qui tient la mer et continue la lutte. Cette guerre n'est pas limitée au territoire malheureux de notre pays. Cette guerre n'est pas tranchée par la bataille de France. Cette guerre est une guerre mondiale. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain, comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Cette allocution sera plus connue sous le nom d'appel du 18 juin, mais elle n'a pas été enregistrée dans les studios de Londres. En France, peu de personnes auront écouté l'appel du général de Gaulle, mais plusieurs journaux en font état. Il écrit dans ses mémoires : À mesure que s'envolaient les mots irrévocables, je sentais en moi-même
se terminait une vie, celle que j'avais menée dans le cadre d'une France solide et d'une indivisible armée. À 49 ans, j'entrais dans l'aventure comme un homme que le destin jetait hors de toutes les séries. De Gaulle, qui est un général inconnu du grand public, s'émancipe de la discipline militaire, rompt avec sa caste pour choisir la rébellion. Ses phrases raturées et griffonnées sur le papier affirment que l'armée hitlérienne peut être vaincue, que la guerre est mondiale. L'appel du 18 juin a fait de Gaulle. 22 juin 1940. L'armistice entre l'Allemagne et la France est signé dans le wagon de Rotonde, sorti pour l'occasion afin d'humilier les Français. Au soir, De Gaulle s'exprime une seconde fois à la BBC. Cet armistice donne raison à De Gaulle, qui justifie son appel du 18 juin. L'armistice accepté par le gouvernement de Bordeaux est une capitulation. Cette capitulation a servi complètement la France. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. En France, le tribunal de Clermont-Ferrand accuse De Gaulle de désertion et de s'être mis au service d'une puissance étrangère. De ce fait, il est condamné à la peine capitale, à la confiscation de tous ses biens et à la dégradation militaire. À Londres, la France libre s'installe dans un 3 pièces d'un immeuble sale, se situant près des quais de la Tamise, St. Stephen House, qui se trouve à quelques mètres du Westminster. Au tout début, l'équipe des Français de Londres vit d'emprunts et de dons. Le ralliement des hommes se fait rare. La plupart des civils français à Londres préfèrent partir pour l'Amérique. De Gaulle confie à ce sujet: Des Français de Londres se répartissent en 2 groupes, ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui s'apprêtent à partir. 27 juin 1940. Churchill convoque De Gaulle à Downing Street et lui dit: Vous êtes tout seul, et je vous prendrai tout seul. Le lendemain, un communiqué stipule que le cabinet britannique reconnaît le général De Gaulle comme chef de tous les Français libres, où qu'ils se trouvent, ou qu'ils se rallient à lui pour la cause des Alliés. Churchill confirme la légitimité du général De Gaulle à incarner la France qui dit non à la soumission. Le premier objectif de Gaulle est de rallier à sa cause les militaires français qui sont déjà en Angleterre. Ces rescapés sont des unités de la campagne de Norvège et de Dunkerque. Il y a également 15% de la marine marchande qui se sont réfugiés dans les ports anglais. Mais sur les 11 500 personnes de la marine nationale qui se sont repliées en Angleterre, seulement 880 marins, dont 30 officiers, rejoignent les rangs de Gaulle. Petit à petit, il commence à constituer une armée qui formera les forces françaises libres. Sur les murs de Londres, des affiches signées de la main de Gaulle incitent les Français se trouvant en Angleterre à le rejoindre pour continuer la lutte. 3 juillet 1940, à Mers-el-Kébir. Les Britanniques, redoutant que les navires français ne soient utilisés par les Allemands contre l'Angleterre, décident d'envoyer une flotte anglaise face aux navires français. L'amiral anglais offre le choix à son homologue français, soit rallier les ports anglais pour continuer la guerre, soit se rendre aux États-Unis ou aux Antilles, soit se saborder. L'amiral français tergiverse toute la journée. Les Anglais décident donc d'ouvrir le feu et coulent une grande partie de l'escadre, ce qui va entraîner la mort de plus de 1300 marins français. Churchill dira que c'était la décision la plus odieuse et la plus monstrueuse qu'il ait dû prendre. Pour De Gaulle, c'est un crève-cœur de voir la marine française bombardée par les Alliés. Mais il accepte et va se conduire en homme politique.
Il déclare à la BBC « Il n'est pas un Français qui n'ait appris avec douleur et avec colère que des navires de la flotte française avaient été coulés par nos alliés. En vertu d'un engagement déshonorant, le gouvernement qui fut à Bordeaux avait consenti à livrer nos navires à la discrétion de l'ennemi. Il n'y a pas le moindre doute que par principe et par nécessité, l'ennemi les aurait employés soit contre l'Angleterre, soit contre notre empire. Eh bien, je vous dis sans embâge qu'il vaut mieux qu'ils aient été détruits. M'adressant aux Anglais, je les invite à nous épargner et à s'épargner à eux-mêmes toute représentation de cette odieuse tragédie comme un succès naval direct. Les Français, dignes de ce nom, ne peuvent méconnaître que la défaite anglaise scellerait pour toujours leur asservissement. Quoi qu'il arrive, nos deux vieux peuples, nos deux grands peuples, demeurent liés l'un à l'autre. » Le drame de Mers-el-Kébir sera exploité par Vichy, qui essaiera d'éloigner les Français de De Gaulle. Churchill, quant à lui, est impressionné par le chef des forces françaises libres et se sent consolidé dans son alliance avec lui. Pour lui, De Gaulle est un allié digne de foi. Pendant ce temps, les 9 et 10 juillet, l'Assemblée générale vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. De Gaulle note : « Devant le vide effrayant du renoncement général, ma mission m'est apparue d'un seul coup claire et terrible. En ce moment, le pire de son histoire, c'était à moi d'assumer la France. » 22 juillet 1940. Le quartier général de la France libre déménage. De Gaulle installe son QG aux 4 Carlton Gardens à Londres. Ce bâtiment de 4 étages va abriter en quelques mois plus de 130 personnes travaillant au service de la France libre. Dans les rues de Londres, les passants qui reconnaissent De Gaulle crient « Vive la France !» et ce dernier répond toujours par un salut militaire. Néanmoins, Churchill trouve que De Gaulle reste méconnu aux yeux du public. Une agence publicitaire est donc chargée de vendre le général aux Anglais. De Gaulle dira : « Churchill veut me lancer comme une savonnette. » Mais il accepte de recevoir les photographes et les caméramens au sein de la petite maison du Kent où Madame de Gaulle et ses enfants se sont réfugiés. Le chef des Français libres, ayant une tenue raide et artificielle, n'apprécie pas ce moment de pause que les Anglais lui demandent de faire pour son image. 26 août 1940. De Gaulle décide d'envoyer un commando d'hommes pour rallier à la France libre les pays de l'Afrique équatoriale. Le gouverneur Félix Éboué, soutenu par de jeunes officiers, rallie le Tchad à De Gaulle. Le mouvement va s'étendre au Congo, puis à l'Ubangui-Chari. De Gaulle a dépêché un brillant officier, qui n'est autre que le capitaine Leclerc, qui s'est évadé pour rejoindre Londres. Durant le mois de septembre, la Polynésie, les établissements français de l'Inde, la Nouvelle-Calédonie se rallient au mouvement de De Gaulle. La France libre a donc désormais des territoires et pourra y lever des troupes. Mais De Gaulle, avec l'aide de Churchill, conçoit un plan de ralliement pacifique de la région qui est un mélange de persuasion et d'intimidation. Il s'agit de montrer sa force sans l'utiliser pour qu'à Dakar, les officiels de Vichy, le gouverneur et la population se rallient au général. Le 23 septembre 1940 au matin, la force franco-britannique se présente devant Dakar. De Gaulle est sur le pont. Un brouillard empêche de voir distinctement les navires du rivage. De Gaulle lance un appel de ralliement à la population de Dakar. Des tracts sont lancés par avion, mais la garnison, fidèle à Pétain, répond à coups de canon.
Les navires anglais ripostent et la confusion règne pendant plusieurs heures. Le ralliement pacifique a échoué. L'opération vire au fiasco. De Gaulle, accablé d'avoir fait tirer sur des Français, est au bord du désespoir. Il écrit : Les jours qui suivirent me furent cruels. J'ai éprouvé les impressions d'un homme dont un séisme secoue brutalement les maisons et qui reçoit sur la tête la pluie des tuiles tombées du toit. Je n'étais rien au départ, mais ce dénouement même me traçait ma ligne de conduite. Tout limité et solitaire que je fusse, et justement parce que je l'étais, il me fallait gagner les sommets et n'en descendre jamais. De Gaulle en est persuadé. L'Allemagne nazie perdra la guerre. Son seul objectif est que la France participe au combat et soit à la table des vainqueurs. L'histoire va lui donner raison. En 6 mois, le conflit devient mondial. En juin 1941, Hitler déclenche l'opération Barbarossa et envahit l'Union soviétique. Le 7 décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. Le président des États-Unis, Franklin D. Roosevelt, annonce que son pays est en état de guerre contre l'Empire impérial du Japon. Pour soutenir son allié, Hitler déclare la guerre aux États-Unis. De Gaulle écrit : Cette guerre est finie. Bien sûr, il y aura des opérations, des batailles et des combats, mais la guerre est finie puisque l'issue en est dorénavant connue. Dans cette guerre industrielle, rien ne peut résister à la puissance américaine. Dorénavant, les Anglais ne font rien sans l'accord de Roosevelt. En effet, c'est l'Amérique qui prend la tête de la coalition alliée. Dès le départ de la coalition, Roosevelt montre une hostilité absolue envers De Gaulle. Pour lui, c'est un gêneur. Pour le président américain, la France vaincue de 1940 n'a plus sa place dans le directoire des grandes puissances. Mais depuis juin 1940, les services américains maintiennent leurs relations avec Vichy, qui est pour Roosevelt la seule administration légale. Il préfère choisir Pétain que De Gaulle. En France, les Français sont rationnés et vivent de plus en plus mal l'occupation, car les Allemands font main basse sur l'industrie et la culture française. De Gaulle va profiter des ondes radio qui sont à sa disposition pour faire passer bon nombre de messages aux Français. Entre 1940 et 1944, De Gaulle prendra 767 fois la parole devant le micro des ondes radio. 10 minutes par jour sont accordées à la France libre, dont le porte-parole est Maurice Schumann. La BBC va accepter le programme créé par Henri Duchesne, qui se nomme « Les Français parlent aux Français ». Vichy remarque que beaucoup de Français écoutent la radio de Londres et décide de sanctionner à 2 ans de prison tous les Français de la zone libre écoutant cette radio. Malgré les interdictions, la radio devient une arme de guerre. Des messages codés sont également transmis à la résistance intérieure. De Gaulle a mal jugé le potentiel de la résistance en France. Des petits groupes se forment et des agents de liaison parcourent la France pour établir le lien avec les noyaux de résistance qui s'ignorent. De Gaulle perçoit donc l'importance des réseaux de résistance dans son combat. Une immense haine se dresse chez nous contre l'ennemi et contre ses collaborateurs. L'Union nationale se refait en France dans la résistance à l'oppresseur. De Gaulle définit pour la première fois la nature des liens qui, selon lui, doivent unir les résistants de l'intérieur et la France libre. Organiser et diriger cette résistance, non pas seulement dans les territoires actuellement affranchis, mais partout en France et dans l'Empire. Telle est la tâche primordiale
du Comité national français. De Gaulle va créer le Comité national français qui est en quelque sorte un gouvernement. Cet élément moral qu'il y a entre eux tous les peuples libres, c'est la volonté de faire triompher une civilisation fondée sur la liberté, la dignité et la sécurité des hommes contre un système qui prend comme principe l'abolition des droits de l'individu. Voilà quel est le fondement de l'action commune de ce que nous faisons ensemble. Après un long périple, Jean Moulin arrive à Londres, muni de faux papiers qui le font surnommer Joseph Mercier. Sous son mandat de préfet, il s'était tranché la gorge car il ne voulait pas obéir aux ordres des Allemands, ceux de signer un papier prouvant que les colonies françaises ont tué avec la pire sauvagerie des civils français. 25 octobre 1941, au 2e étage du Carlton's Garden, Jean Moulin se présente comme le messager des principaux chefs de la résistance intérieure qu'il a rencontrés avant son départ. Il apporte avec lui un rapport de 9 pages sur l'état des groupes de résistance, leurs activités, ainsi que leur presse. Jean Moulin apporte aux chefs de la France libre la reconnaissance par ceux de l'intérieur qu'il est bien le symbole de leur combat. De Gaulle, méprisé par les Alliés, a besoin d'apparaître comme le chef de la résistance. Pour ce faire, il va confier à Jean Moulin une double mission qui est à la fois politique et militaire. Dans la nuit du 1er au 2 janvier 1942, Jean Moulin est parachuté en compagnie de 2 compagnons au-dessus des Alpilles. Il est porteur d'un microfilm caché dans une boîte d'allumettes. Ce microfilm est l'ordre de mission signé par De Gaulle. Je désigne Monsieur Jean Moulin préfet, comme mon représentant et comme délégué du Comité national français pour la zone sud. Monsieur Moulin a pour mission de réaliser dans cette zone l'unité d'action de tous les éléments qui résistent à l'ennemi et à ses collaborateurs. Moulin va unifier les groupes de résistants derrière De Gaulle, mais ce dernier continue de se heurter à l'hostilité des Alliés à son égard. Pour eux, le général n'est qu'un pion minuscule sur le vaste échiquier de la guerre mondiale. Sur la route de Tobrouk, Rommel se heurte à une brigade des forces françaises libres, commandée par le général Koenig. Le 14 juillet 1942, la France libre devient la force combattante. Ce changement d'appellation marque le rassemblement de tous les Français libres et de la résistance en France. Les forces françaises atteignent les 70 000 hommes. En août 1942, De Gaulle entame un long voyage au Moyen-Orient. Durant le voyage, il rumine sa colère contre les Anglais, accusé de vouloir rétablir la domination britannique dans la région. De Gaulle devient rude face aux représentants officiels britanniques, qu'il soupçonne fortement de vouloir évincer les forces françaises libres du Proche-Orient. Il ne laisse rien passer lorsqu'il s'agit de la France combattante. La tournée à Beyrouth, capitale francophone du Proche-Orient, prend une allure de triomphe. En coulisses, De Gaulle blâme les Anglais et déclare au consul américain qu'il est prêt à aller au conflit armé pour contraindre les Britanniques à quitter le Liban. De son côté, Churchill apprend les propos anti-anglais du général. Il donne l'ordre à De Gaulle de retourner à Londres, mais ce dernier n'est pas du genre à obéir au sifflet. Il va effectuer, avant de revenir, un détour par l'Afrique équatoriale. 30 septembre 1942. De Gaulle rencontre Churchill au 10 Downing Street. L'échange qui a été rapporté par les témoins est rude. Vous dites que vous êtes la France, mais vous n'êtes pas la France. Je ne vous reconnais pas comme la France. La France, où est-elle ? Pourquoi discutez-vous de ces questions avec moi
si je ne suis pas la France? J'avais espéré que nous pouvions combattre côte à côte, mais mes espoirs ont été déçus, parce que vous êtes si combatifs que non contents de lutter contre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, vous voulez combattre aussi l'Angleterre et l'Amérique. Je prends cela comme une plaisanterie, mais elle n'est pas du meilleur goût. S'il y a un homme dont les Anglais n'ont pas à se plaindre, c'est bien de moi. En fait, vous n'avez pas pire ennemi que vous-même. Nous avons les plus grandes difficultés à parler avec vous. Vous avez semé le désordre partout où vous êtes passé. La situation est maintenant critique. Au lieu de faire la guerre à l'Allemagne, vous avez fait la guerre à l'Angleterre. Et vous avez été le principal obstacle à une collaboration effective de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Cet échange montre que l'entente entre la Grande-Bretagne et les forces françaises libres est au bord de la rupture. 7 novembre 1942. Les troupes alliées débarquent en Afrique du Nord. Nom de code, Opération Torche. Mais Roosevelt a émis une seule condition pour la réussite de ce débarquement. Le débarquement se fera sans les forces françaises libres. Roosevelt va envoyer un message à Churchill. J'estime indispensable que De Gaulle soit tenu à l'écart de cette affaire et ne puisse avoir aucun renseignement, d'aucune sorte, si irrité et irritant qu'il puisse s'en trouver. À Alger, un groupe de la résistance gaulliste s'empare des principaux bâtiments publics, ce qui va faciliter la progression des unités américaines. De Gaulle, qui est encore en pyjama, est prévenu du débarquement allié 3 heures avant son déclenchement. Il réagit par la colère. J'espère que les gens de Vichy vont les jeter à la mer. On n'entre pas en France sans effraction. Pourtant, le soir, lorsqu'il parle à la BBC, il donne son aval à l'opération Torche. Les alliés de la France ont entrepris d'associer l'Afrique du Nord française à la guerre de libération. Ils commencent à y débarquer des forces énormes. Il s'agit de faire en sorte que notre Algérie, notre Maroc, notre Tunisie constituent la base de départ pour la libération de la France. Chefs français, soldats, marins, aviateurs, fonctionnaires, colons français d'Afrique du Nord, levez-vous, aidez nos alliés, joignez-vous à eux sans réserve. La France qui combat vous en abjure. Ne vous souciez pas des noms ni des formules. Une seule chose compte, le salut de la patrie. Tous ceux qui ont le courage de se remettre debout malgré l'ennemi et la trahison sont d'avance approuvés à cueillir et acclamer partout les Français combattants. 24 décembre 1942. L'amiral Darlan est assassiné par un jeune résistant. Cet assassinat va relancer la partie sur l'échiquier d'Alger. Les Américains vont maintenant jouer la carte du général Giraud. Pour Roosevelt, ce général 5 étoiles est le seul qui peut barrer la route à De Gaulle. Le premier acte de Giraud est d'arrêter des dizaines de résistants gaullistes qui ont aidé à l'avancée des troupes américaines. En Grande-Bretagne et aux États-Unis, la presse ainsi que l'opinion publique défendent l'image de De Gaulle, au point que Roosevelt et Churchill sont obligés d'admettre qu'il faut laisser une place, même modeste, à celui qui résiste depuis le 18 juin 1940. 16 janvier 1943, à Anfa. Roosevelt et Churchill se rencontrent. Roosevelt invitera De Gaulle à venir à Casablanca, mais il refuse d'y aller, car il refuse de se faire dicter la loi. Il décline l'invitation transmise par Churchill. Suite à ce refus, le Premier ministre britannique va menacer De Gaulle de rompre toute relation et de supprimer le financement qui permet à la force française libre de survivre. Sous la pression, De Gaulle finit par venir au lieu de rendez-vous.
Le 22 janvier 1943, son avion atterrit à Casablanca. À sa sortie de l'avion, il n'est pas accueilli, pas d'honneur militaire. Il est embarqué dans une voiture américaine et il est arrêté au barrage de la police. De Gaulle arrive à la villa de Churchill et il va refuser d'être subordonné à Giraud. Churchill dit à De Gaulle : « Mon général, si vous m'obstaclez, je vous liquiderai. » De Gaulle part en claquant la porte. Churchill, Giraud, Roosevelt et De Gaulle passent de nombreuses heures à parler. Mais les discussions s'achèvent sur un échec. De Gaulle écrit : « Il s'agit d'obliger la France combattante à se subordonner au général Giraud. Le désir des Américains est d'établir en Afrique du Nord, et si possible dans tout l'Empire en attendant qu'ils l'établissent en France, un pouvoir français qui ne tienne que par eux et n'ait par conséquence rien à leur refuser. » Mais le président américain a besoin d'un geste pour donner l'impression aux journalistes présents qu'il a réussi à réconcilier les deux généraux. Roosevelt demande aux deux hommes de se serrer la main, debout, devant les objectifs et caméras. De Gaulle répondra : « Je peux faire cela pour vous. » Suite à cette rencontre à Anfa, Roosevelt voit De Gaulle comme un fanatique qui est prêt à mettre en place une politique de dictature fasciste. Churchill, quant à lui, est devenu anti-gaulliste et il interdit à De Gaulle de quitter l'Angleterre. Mais la situation va vite changer, car Giraud a le soutien des Alliés, mais De Gaulle, lui, a la résistance derrière lui. De Gaulle sait que c'est grâce aux combattants de l'intérieur qu'il pourra affirmer sa légitimité. En février 1943, lors d'un bref passage de Jean Moulin à Londres, ce dernier reçoit pour mission de créer un Conseil national pour la résistance. Jean Moulin réussit grâce à sa persévérance à unir les forces rebelles. Le 15 mai 1943, à Londres, De Gaulle reçoit un télégramme de Jean Moulin affirmant que les résistants refusent Giraud et que De Gaulle est le seul chef de la résistance française. Le télégramme de Paris transmis à Alger produisit un effet décisif, parce qu'il donnait la preuve que la résistance française avait su faire son unité. La voix de cette France écrasée, mais condamnante et assurée, couvrait soudain le chuchotement des intrigues et des palabres de combinaison. L'on fut à l'instant même plus fort, tandis que Washington et Londres mesuraient sans plaisir, mais non sans lucidité, la portée de l'événement. Face à ce télégramme, Giraud accepte de partager le pouvoir avec De Gaulle. Mais il n'a aucun doute sur le résultat à long terme de l'opération. 30 mai 1943, De Gaulle atterrit à l'aéroport de Boufarik. Mais cette fois-ci, l'accueil est différent. Giraud est présent et les soldats français lui rendent les honneurs. 3 juin 1943, le Comité français de libération nationale est créé. De Gaulle et Giraud, coprésidents, cette instance qui est le pouvoir central français. À peine installé à Alger, De Gaulle apprend que la résistance intérieure est décapitée suite aux arrestations du général Delestrin et de Jean Moulin, qui sera torturé par Klaus Barbie. Jean Moulin mourra dans le train qui l'emmène en Allemagne. 9 juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile et envahissent la botte italienne. 14 juillet 1943, De Gaulle célèbre la fête nationale en faisant défiler ses troupes. Il écrit : « En saluant les troupes qui défilaient, je voyais en elles une sorte de flamme monter vers moi, leur immense plaisir de prendre part aux prochaines batailles. Le souffle d'allègre confiance qui passait sur l'armée et sur le peuple révélait l'accord des âmes qui avaient ébranlé les déceptions. Puis,
détruit les malheurs d'hier, mais qu'aujourd'hui, l'espoir ressuscitait. De Gaulle a réussi à éliminer son rival Henri Giraud. Pour Roosevelt, c'est un coup dur. Septembre 1943, la Corse est libérée grâce à la résistance communiste. De Gaulle décide d'aller en Corse pour accaparer le succès. Il reçoit un accueil enthousiaste. Dès son arrivée, il souhaite créer un exécutif avec une représentation nationale digne de ce nom. Par une ordonnance du 17 septembre 1943 est créée l'Assemblée consultative provisoire. Près de la moitié des sièges est occupée par des membres de la résistance intérieure. C'est le retour du parlementarisme et de la République. L'homme du 18 juin est à la tête des institutions républicaines qui présagent un futur État. Du 28 novembre au 1er décembre 1943, les trois grands se réunissent lors de la conférence de Téhéran. C'est à ce moment-là qu'ils décident du futur débarquement qui est prévu en 1944. Roosevelt opte pour un débarquement sur les côtes françaises et non en Yougoslavie, comme le souhaitait Churchill. Ni Roosevelt ni Churchill ne jugent utile de prévenir de Gaulle des décisions prises à Téhéran. Roosevelt n'a jamais caché qu'il ne souhaitait pas traiter la France comme un pays libéré, mais comme un pays occupé. En effet, il prépare l'occupation de la France. En avril 1944, 6000 hommes suivent une formation pour pouvoir devenir préfets. Même la monnaie pour la France est créée par le commandement allié. De Gaulle se démène pour ne pas être mis devant le fait accompli. Nous nous doutons bien, en effet, que nos alliés caressaient le projet d'assumer eux-mêmes, sous couvert de leur commandement militaire, le gouvernement de notre pays, à mesure qu'ils y pénétraient. Et nous étions naturellement résolus à les en empêcher. Le mouvement que de Gaulle avait créé, le CFLN, prend une nouvelle appellation. Il sera appelé Gouvernement provisoire de la République française. En mai 1944, de Gaulle se rend sur le front italien, où il rend visite au général Juin, qui commande le corps expéditionnaire qui se bat dans le secteur de Monte Cassino. 4 juin 1944. De Gaulle reçoit un télégramme de Churchill, lui annonçant que le débarquement sur les côtes françaises est imminent. Le général revient de toute urgence à Londres. Il ignore tout de l'opération Overlord. C'est Roosevelt qui souhaitait que de Gaulle soit mis à l'écart. Ce dernier exprime son admiration pour cette fantastique organisation logistique. Mais quand Churchill commence à lui parler de politique, de Gaulle prend la mouche. En effet, Churchill propose à de Gaulle d'aller soumettre à Roosevelt la reconnaissance par les Américains du gouvernement que le général a créé. Pourquoi semblez-vous croire que j'ai à poser devant Roosevelt ma candidature pour le pouvoir en France? Le gouvernement français existe. Je n'ai rien à demander dans ce domaine aux États-Unis. Churchill lui avoue que s'il doit choisir entre lui et Roosevelt, il choisira sans hésiter Roosevelt. Puis, le Premier ministre britannique emmène de Gaulle au QG d'Eisenhower et ce dernier lui explique le plan de l'opération Overlord. À la fin de cette entrevue, Ike montre à de Gaulle la proclamation qu'il doit faire sur les ondes. De Gaulle réagit. « Vous ? Une proclamation au peuple français ? Mais de quel droit ? » Le général français prend le temps de lire le texte et sursaute quand il lit cette phrase. « Je sais que je peux compter sur vous pour obéir aux ordres que je serai appelé à promulguer. » Eisenhower donne l'impression de prendre la France en charge sans dire un mot au gouvernement provisoire du général de Gaulle. Ulcéré, de Gaulle refuse de parler à la radio juste après Eisenhower, ne voulant pas donner l'impression qu'il approuve ce que veut le commandant en chef américain.
Dans la soirée du 5 au 6 juin 1944, alors que les Alliés font route vers la Normandie, De Gaulle et Churchill s'affrontent avec une rare violence. Churchill accuse De Gaulle de trahison en pleine bataille, tandis que De Gaulle traite Churchill de gangster. De Gaulle dit « Il a voulu m'avoir, il ne m'aura pas. » Le Premier ministre britannique voit dorénavant De Gaulle comme l'ennemi de l'Angleterre. 6 juin 1944, à l'aube. Le débarquement en Normandie débute sur différents secteurs de la côte normande. De Gaulle va finalement pouvoir enregistrer son discours à la BBC à midi. L'enregistrement sera diffusé à 18h sur toutes les ondes. La bataille suprême est engagée. C'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Pour les fils de France, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, le devoir simple et sacré est de combattre par tous les moyens dont ils disposent. La bataille de France a commencé. Il n'y a plus dans la nation, dans l'Empire, dans les armées, qu'une seule et même volonté, qu'une seule et même espérance. Derrière le nuage si lourd de notre sang et de nos larmes, voici que réapparaît le soleil de notre grandeur. Churchill, écoutant l'allocution à la radio, est ému au point d'avoir les larmes aux yeux.